Bonjour tout le monde, bonne arrivée et nous allons poursuivre notre formation. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième session de notre séance Zoom du module 3 qui devrait naturellement se faire par le travail l'étude de cas, mais nous avons tenu aussi à le reporter à la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus travailler. Nous allons déjà faire l'étude introductive du module 4. On l'a fait parce qu'on s'est dit que c'est un exercice qui va se faire avec le fichier Excel qui vous a été remis. C'est vrai que sur la plateforme, vous avez un fichier Excel, mais il serait aussi intéressant de vous approprier le fichier Excel qui vous a été donné par Claude. Et donc, nous allons quand même prendre le temps de bien le maîtriser, vous permettre de bien le maîtriser. Et je pense qu'à partir des semaines à venir, la dernière semaine d'études, nous allons beaucoup plus travailler sur les études de cas du module 3 et le scénario du module 4. Donc, aujourd'hui, nous allons entrer déjà dans le module 4. Donc, pour ce faire, nous avons établi des règles depuis le début de cette formation que nous allons continuer de respecter, à savoir être à l'heure. Aujourd'hui, vous avez été vraiment assidus. Déjà à 8h40, il y avait déjà 7 ou 8 participants en salle d'attente et je vous en félicite. Depuis le début de cette formation, vous êtes vraiment assidus, ce qui fait que personne n'aura à payer 2000 jusqu'à présent. On respectera toujours les règles de prise de parole. Il s'agira de lever la main lorsque nous voulons intervenir et également fermer le micro quand nous n'avons pas la parole. Pour la brise-glace, la question d'aujourd'hui, c'est que feriez-vous si vous gagnez au loto ou qu'avez-vous réalisé que vous a rendu vraiment, vraiment fier? Et donc, vous pouvez répondre à l'une des questions. Ou si vous souhaitez répondre aux deux. Donc, on va commencer avec, bon, c'est libre choix ou bien je désigne. Je prends la parole. D'accord, avec plaisir, Diouf. Moi, je ne joue jamais au loto. Donc, je ne peux pas gagner. D'accord, donc la deuxième question. Donc, Hein? Je ne vois pas que. Oui, qu'avez-vous réalisé qui vous a rendu vraiment fier? Ah, c'est le travail. Qui ou quoi? Ah, c'est qui? Je vais y réfléchir, hein? d'accord, pendant que Diouf réfléchisse, qui D'accord. pourra donner sa réponse ou son commentaire? Oui, G? Oui, allô? Oui, Traoré? Oui, bon, je suis comme Diouf, hein. J'ai l'habitude de dire que si je suis en train de marcher dans la rue et puis on me dit que un peu devant, il y a de l'argent qu'on peut avoir gratuitement, je tourne immédiatement à ma gauche, quoi. Je continue plus là où on gagne l'argent gratuitement, là. Voilà, donc je suis comme Diouf. Voilà, maintenant, bon, ce que j'ai réalisé qui m'a rendu fier, hein, bon, c'est dans la vie des travailleurs chez nous, hein, au Burkina Faso, c'est très important. C'est lorsque j'ai réussi à bâtir ma propre maison et quitter la location. Et pendant pratiquement plus de 20 ans, quand je travaillais, j'étais en location. Et après, Dieu merci, j'ai pu réaliser ma propre maison et je suis avec ma famille. Ça m'a rendu vraiment fier. Super. Merci, Traoré, du partage. Mba? Oui, je suis là. Bon, je vais peut-être tenter avec la première question. Malheureusement, il n'y a pas de montant parce que ce que je fais,
Ce que je ferai dépend du volume d'argent que j'aurais peut-être gagné gracieusement. On passe Bon, pour ma là-bas part, 10 millions, 10 millions. combien? 10 millions. 10 millions jusque-là. Bon, j'ai créé un petit jardin avec un étang piscicole à côté, pour permettre aux gens de venir se balader. Mais si c'était plus, je veux créer D'accord. D'accord. On a fait. créer un espace, un étang, pour le tourisme et tout ça. Et puis, me permettre aussi de multiplier un peu, d'avoir chaque jour quelque chose qui entre. Donc voilà mes intentions. D'accord, merci. Et le soir, j'ai vu la main levée. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi aussi, je Bonjour. ne joue pas au loto, mais si soudain je gagne beaucoup d'argent que je ne sais plus quoi en faire, eh bien, je vais faire un grand tour d'Afrique et je vais rendre visite à tout le monde. Voilà. D'accord, merci beaucoup. D'accord, donc nous allons poursuivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des scénarios et application du diagnostic. Le module 4 a comme objectif appliquer l'analyse du scénario et l'appliquer dans un contexte différent, identifier les boulots d'étranglement qui peuvent être rencontrés au cours de la planification, discuter des mesures qui peuvent être prises pour atténuer les risques et les incertitudes identifiées dans leurs entreprises, appliquer des stratégies de gestion des risques dans des situations professionnelles. Et pour ce faire, la question que nous allons nous poser en premier, c'est quelles sont les questions clés à se poser avant d'investir dans une certification. Claude, je vais te laisser prendre la main. D'accord, merci. Donc, rebonjour à tous. Comme on disait tantôt, on a voulu pour les besoins de logique dans le déroulé de la session, de venir d'abord travailler sur l'analyse du module 4, avant de revenir aux études de cas, justement parce que c'est assez lié avec, si vous comprenez bien, ce module est assez lié avec la question de budgétisation. Donc, quand vous décidez de vous lancer dans une opération ou un processus de certification en tant qu'entreprise, vous savez, on l'a dit plusieurs fois, c'est un choix stratégique. Et en tant que choix stratégique, il y a un ensemble de questions qui visent à, on va dire, maturer le projet de développement. La première question, c'est laquelle de ces questions je dois adopter? Quelle est celle qui me sied le plus? Quelle qui répond le plus à mes attentes sur le plan stratégique? Il faut bien pouvoir trouver la raison d'être. Pourquoi c'est ce cas en particulier? Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus? Quel impact que ça aura sur mon activité? Après, maintenant, il faut voir si on a les ressources. La semaine dernière, on a parlé suffisamment des ressources. Et là, il faut voir, quel est le saut? Parce que là, il est question de voir quel est le saut en termes de ressources il faudra faire. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'investissements à faire? Ou alors, c'est acceptable, il y a des acquis. Parce que quand on parle de ressources ici, c'est de voir si on a des acquis déjà et quel sera le saut qu'il faudra faire. Quel va gagner, c'est la plus-value. C'est-à-dire qu'avec ceci, est-ce que ça vous rappelez, quand on parlait de marché, une certification peut nous aider à conquérir de nouveaux marchés. Ça suppose donc de nouveaux clients, ça suppose un accroissement du niveau d'activité. Et après, ma décision sera-t-elle couronnée au succès? Et cela, est-ce que j'ai eu raison de prendre cette décision-là? Et c'est là où tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire la prévision qu'on va faire, c'est de se rassurer que la décision, au final, sera couronnée de succès. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, évaluer les capacités, faire des prévisions financières, en fait, c'est pour se rassurer
que la décision sera couronnée de succès. Donc, diapositive suivante. Donc, comme je disais, oula, c'est bon? Donc, pour se rassurer que la démarche sera pour un succès, on va donc faire ce qu'on appelle un scénario. C'est-à-dire qu'on va essayer de se projeter, comme on parle de scénario d'un film, on va essayer d'imaginer comment les choses vont se passer. Et pour pouvoir designer, se dérouler ou la situation qu'on pense être idéale, c'est ça qu'on va appeler scénario, la situation d'affaires naturellement, on va suivre un certain nombre d'étapes. Donc, les questions qu'on s'est posées tout à l'heure, c'était pour définir déjà les enjeux. C'est ça, c'est la première étape. Regarder quels sont les enjeux stratégiques qui y a autour de mon développement. Qu'est-ce que je suis en train, comment je me vois dans par exemple, les 5 prochaines années où je vais être. Ça peut être ça. J'ambitionne de conquérir le marché européen. Et là, ça, c'est l'enjeu qui est autour. Après, on va collecter un ensemble de données et d'informations sur le business, ce qu'il faudra comme élément pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et on va faire, par exemple, le diagnostic qu'on a fait économique va nous permettre de faire cette collecte de données-là pour se dire, on est à quel niveau. On est là présentement, on va se faire une certaine photo de la situation actuelle. Et après, on va élaborer un modèle financier qui sera une sorte de projection, c'est-à-dire basé sur les inputs, les données qu'on a pu collecter, la diagnostic, on a pu identifier les sauts qu'on devra faire sur le plan des ressources, les ressources humaines on devra modéliser. On va donc mettre tout ça dans un modèle financier, d'où l'outil qu'on vous a proposé la dernière fois, qui était plus élaboré que ce que vous avez eu pendant la session de la formation, qui est juste là pour valider, mais après, on a un outil plus élaboré. Donc, on va faire une planification. Allô? J'espère que je n'ai pas un problème de micro, hein. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, on vous Oui, entend bien bien, sûr. papa. D'accord. Violet, soit? Oui, OK, je vous OK, entends très merci. bien. D'accord. Donc, on va donc faire une planification. C'est-à-dire que on va essayer de chiffrer, on va donc dire comment on va utiliser les ressources. Vous vous rappelez, on vous a dit, calculer les coûts, c'était comment on utilise les ressources pour pouvoir, les coûts, c'est la valorisation des ressources. Donc, on va essayer de voir comment on va utiliser toutes les ressources, quelles sont celles qu'on va euh, acquérir. Et puis, on va obtenir une planification financière qui sera une traduction chiffrée. La planification financière, le modèle financier n'est qu'une traduction chiffrée de toutes les décisions d'ordre technique qu'on aura pris, tous les choix qu'on aura pris entre-temps vont avoir des incidences financières. Donc, à partir de ce moment, on va se dire, OK, peut-être ça, c'est ce qui devrait se passer de manière idéaliste. On va essayer de voir quels sont les autres cas de figure qui peuvent arriver. Et on le verra plus loin. Le plus souvent, dans les scénarios, on recommande d'avoir 3 cas de figure. Et on va détailler quels sont les types de cas de figure et pourquoi on fait ces scénarios-là. Mais il faut bien se dire que quand on fait des scénarios, c'est pour challenger votre idée, pour vous assurer que le plan que vous avez élaboré est assez robuste. D'accord. Arsène, je te reviens. J'ai vu la question dans le chat, on va la prendre à la suite. Donc, l'analyse des scénarios aide à l'entreprise à planifier l'avenir, c'est-à-dire à faire ce saut qualitatif-là dans un environnement, dans l'incertitude, parce que dans 5 ans, on ne sait pas ce que sera fait demain. Donc, on ne peut pas se dire avec certitude que on sait comment ça va se passer dans 5 ans. Et on ne sait pas comment le marché ou les politiques vont évoluer. Donc, on se dit, on va se projeter un peu. Donc, et il n'y a pas, c'est pas un exercice. Le plus souvent,
dans la prévision financière, on pense que c'est pour les entreprises d'une certaine taille. Il n'y a pas une taille particulière, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Et ce qui est intéressant, au-delà de ces projections qu'on fait, c'est que même au moment de la mise en œuvre, quand vous avez fait vos projections, même votre plan d'action, dans la mise en œuvre, il est toujours intéressant. Et là où ça devient encore plus intéressant, il est toujours intéressant de faire un rapprochement entre ce que vous avez planifié de faire et ce qui se passe exactement. Et ça vous permet de voir dans votre scénario quelles sont les hypothèses qui étaient justes et quelles sont celles qui ne le sont pas. Et ça vous permet de faire des ajustements. Ça, c'est un autre atout de pouvoir faire cette planification-là. C'est-à-dire, si vous avez naturellement, si on a cette situation, il y aura un plan d'action et ce qui sera budgétisé, on aura déterminé, vous vous rappelez, on a parlé la semaine dernière, du nombre, du volume minimum en utilisant l'outil qu'on a vu la dernière fois du seuil de rentabilité. Et après, on reviendra sur cet outil-là naturellement dans les prochaines semaines parce que pour moi, c'est un outil très, très, très intéressant et très, très utile pour vous pour pouvoir très rapidement voir si ça vaut la peine de s'investir ou pas ou de faire des recommandations à l'entreprise dès le départ. Donc, à partir de rentabilité, par exemple, si on arrive à le planifier sur 12 mois, on peut le dire n'importe quoi. Vous avez prévu que ça se passe en juin. Il serait intéressant de voir pour le chef d'entreprise si en juin, il a effectivement atteint ou pas son seuil de rentabilité. S'il n'a pas atteint, vous vous rappelez, il y a plein de décisions qui peuvent se prendre derrière autour du seuil de rentabilité. Donc, par exemple, un seuil de rentabilité qui n'est pas atteint au moment prévu est un signal d'alerte. Et il faut déjà voir quelles sont les mesures correctives qu'on peut prendre. Est-ce qu'on ne va pas réajuster le plan d'investissement qu'on avait prévu, par exemple, tenant compte que le marché ne se comporte pas comme on avait prévu? Ça, c'est un cas de figure. Donc, cette analyse de scénario va vous permettre de valider après. Déjà, vous vous projetez et après aussi, vous pouvez valider si vos hypothèses sont bonnes. Et c'est un outil d'apprentissage parce que à chaque fois que vous projetez, vous faites une évaluation après des écarts. Ça vous permet, vous, de tirer les leçons et de faire un ajustement pour l'avenir. Donc, c'est un outil qui va être dynamique et qui s'accompagne d'un modèle financier. D'où celui qu'on vous a proposé la dernière fois. Slide suivante. Donc, comme je vous disais, il y a trois, depuis qu'on fait dans les scénarios, vous avez trois hypothèses, on va dire ça comme ça, plus souvent. Euh, Vous avez l'hypothèse scénario de base, qui est souvent ce que dit, ce que vous pensez naturellement qui va se passer dans le meilleur des mondes. Scénario de base, qu'on jumelle souvent avec l'hypothèse favorable. Après que vous avez fait ce scénario-là, vous avez votre projection où vous avez à peu près le résultat que vous pressentez avoir. Il serait intéressant de se dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Par exemple, si vous achetez pour commercialiser, par exemple, les mangues, il pourrait se passer un événement qui pourrait se passer, c'est que le coût d'achat de la première principale matière, la mangue, puisse augmenter. Par exemple, ici au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, le cacao, je prends un exemple qui est d'actualité chez nous. Le cacao, il est passé de 1000, je crois, 1000 francs à 5400. Ouais, si vous achetez pour un exportateur qui achète pour revendre, une fluctuation de ce ordre-là, s'il n'a pas un plan pour réagir à ce type de hausse, il a un souci à se faire quand même. Et là, toute sa planification va en subir un coup. Donc, ça peut être ça une hypothèse défavorable. Vous allez dire, OK, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et là, il ne s'agit pas de faire varier tous les indicateurs ou tous les variables d'entrée d'un coup, mais d'identifier ceux qui sont assez critiques. C'est que je vous dis, c'est quelqu'un qui fait un négoce, par exemple, le prix d'achat de la matière qu'il va revendre va être intéressant pour lui. Si c'est quelqu'un qui va produire, il va aller sur d'autres éléments. Par exemple, s'il y a la mécanisation, il va se regarder
un autre exemple comme le coût du carburant, par exemple, je dis n'importe quoi. Ou alors, s'il loue des terres, que certaines personnes ne lui concèdent plus certaines terres ou que le prix de location augmente, ça peut être des éléments. Donc, c'est à vous d'aller dans le modèle pour identifier quelle est la variable qui pourrait influencer votre activité. Ça peut être le taux d'intérêt hein, pour ceux qui cherchent, dont le challenge c'est le financement, ça peut être le taux d'intérêt qui se voit augmenter. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer si vous allez financer votre entreprise par un crédit? Après, vous allez aussi faire une hypothèse optimiste, c'est que encore très super. Par exemple, si vous, peut-être le prix de vente va augmenter sur le marché et qu'est-ce qui va se passer? Quelles seraient vos marges? Qu'est-ce qui peut évoluer favorablement qui va être un incitateur pour vous? Peut-être la réglementation il y aura une nouvelle réglementation qui va exonérer, par exemple, des droits de douane certaines acquisitions, certaines immobilisations. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut aussi y avoir une réglementation qui vient durcir des droits de douane. Et là, vous comprenez que les coûts aussi vont augmenter. Donc, il n'y a pas de formule toute conçue. C'est à vous de voir en fonction de votre activité et des éléments qui sont critiques pour vous, quels sont les éléments sur lesquels vous voulez jouer. Donc, si tu peux arrêter le partage, je vais un peu revenir sur le fichier Excel pour montrer un peu comment ça pourrait se comporter. D'accord? Donc, par exemple, est-ce que je l'ouvre le fichier? Voilà. Donc, ce qu'on essaie d'expliquer là, mon écran il apparaît, c'est bon? Je vais agrandir, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est visible. Liste des produits de l'entreprise, prix de vente, etc. C'est bien ça. Donc, dans le fichier, la feuille paramètres où on avait mis un ensemble de variables. Par exemple, ici, j'ai mis, je vais vous prendre des hypothèses qui peuvent arriver. Vous avez lancé votre entreprise, vous avez fait un plan d'action. Par exemple, il peut y avoir une hypothèse où vous avez un retard dans le lancement du projet. Par exemple, si j'ai, disons quoi, 6 mois de retard, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va mettre là, la phase préparatoire va, attendez, je vais faire ça rapidement. Avant qu'on ne fasse, peut-être il faut que on voie d'abord les éléments avant cette hypothèse-là. Donc, ici, voilà. Donc, allons-y ici. Quand vous avez fait, ça c'est le scénario de base. Ça c'est très bien fait. On a tout, on voit, il y a le chiffre d'affaires qui est déterminé là. On a valeur ajoutée. L'entreprise a bien fait ses prévisions. Alors, la première, on a un résultat qui est négatif en certains moments. Quand je mets ça en... Donc, on a tous les éléments qui sont là. On a le résultat, ça c'est les impôts, pardon, ça c'est le résultat financier, c'est-à-dire il a pris un crédit et il a des charges qu'il paye. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on a un résultat à ce niveau. Vous voyez, il sait à peu près ce qu'il aura comme bénéfice s'il se lance. Imaginons qu'il a dans un processus d'éducation. Il a à peu près ce qu'il aura comme bénéfice s'il se lance dans un processus. Maintenant, il peut arriver que dans son plan d'investissement, il ait un retard parce que là, on a tout calé, que tout se fasse à bon escient, tout se fasse dans le délai qu'il a. Ça, c'est le timing qu'il a prévu, comme il a prévu. On est d'accord qu'il peut. Si maintenant, il a un retard de 6 mois, par exemple, donc là, je vais dire la phase préparatoire, au lieu de me prendre 0, c'est vrai qu'il n'aurait pas de mise à niveau et c'est que je mets 6 mois. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son résultat? Vous voyez déjà, il sait que son bénéfice, il descend à 15 millions, par exemple. On était à 32, il est descendu à 15 millions du fait de ce retard-là. Donc, il sait que s'il a 6 mois de retard, bon, c'est encore acceptable. Maintenant, si dans une autre hypothèse, on a, par exemple, 10 mois,
qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le bénéfice à 2 millions, donc il se retrouve dans une situation où il ne peut pas se permettre ce retard-là, par exemple, sur les livraisons de ses équipements. Il peut maintenant définir que dans sa démarche, il ne peut pas tolérer un retard de plus, par exemple, de 6 mois, par exemple. Parce que là, il voit directement l'impact qu'il y a sur son bénéfice. Donc, ça, c'est une première hypothèse qui peut arriver dans les paramètres que vous pouvez modifier quand vous structurez vos hypothèses pessimistes, optimistes. Et dit, c'est en fonction du type d'entreprise et des réalités. Vous verrez qu'est-ce qui est. Un autre pourrait faire une évaluation d'hypothèse autour je vais partir du prix d'achat, par exemple, ou du coût de position. Admettons que maintenant, on est parti sur une hypothèse où le coût de position, il est à 1500. Admettons qu'il passe à 1700, par exemple. On va regarder le résultat pour voir. Là, on voit que la deuxième année, on a quand même un problème s'il passe à 1700. Maintenant, ça, c'est bon pour le coût de production. Quelqu'un d'autre va se dire, est-ce que jusqu'où je peux le prix de vente, s'il passe à, je sais pas moi, à 2500. Au lieu de vendre à 3000, je vends le marché à 2500. Et vous verrez bien que même s'il arrive à faire un résultat la première année, après, les années qui suivent, il est en situation déficitaire. Donc, il sait déjà d'entrée de jeu que s'il est dans une situation où il vend à 2500, voire moins, il sera en situation déficitaire. Et dans la tête du chef d'entreprise, vous voyez, il sait exactement ce qu'il peut ou ne peut pas se permettre. Et là, directement, le fait de savoir qu'il doit avoir en 2500 suppose que lui, il doit avoir déjà un plan pour réagir à ceci. Qu'est-ce qu'il fera si ça arrive? C'est là où la réflexion doit être menée. Est-ce qu'il peut agir déjà, par exemple, sur le coût de position en identifiant d'autres éléments? Voilà. Donc, après, vous pouvez aussi faire une hypothèse optimiste. Mais bon, ça, c'est pour les besoins. Quand ça augmente, quelles seront les marges? Qu'est-ce qui sera intéressant? Par exemple, pour moi, les hypothèses optimistes, je préfère que vous le passiez sur, par exemple, la destination que sur un prix. Parce que que sur le prix de vente, par exemple. Parce que là, c'est souvent plus difficile à avoir et ça peut vous mettre dans un optimiste qui n'a pas lieu d'être. Mais maintenant, on peut avoir une législation qui vient, par exemple, euh, agir sur les coûts des intrants, par exemple en réduisant la baisse. Et là où ça, c'est assez intéressant. Et c'est là où les outils comme le PESTEL, c'est-à-dire suivre toute la politique qui est autour, sont intéressants parce que ces modèles ne se font pas, on s'assoit jamais fait, mais on fait en tenant compte de tout l'environnement qu'on a autour, de ce qui se passe dans la législation. Et c'est en scrutant, c'est pour ça qu'on parlait de diagnostic aussi économique, c'est en scrutant votre environnement et les comportements. Par exemple, quelqu'un qui travaille avec la Russie, quand il a entendu parler du froid entre la Russie et l'Ukraine, naturellement, il doit faire ses hypothèses en tenant compte que si ça se passe mal, qu'est-ce qui peut être les réactions ou les impacts négatifs ou positifs que j'aurai sur mon business. Et là, il commence à voir si ça vaut le coup ou pas. Si, par exemple, il fait une certification pour entrer sur le marché russe, par exemple, et qu'il a des informations sur le plan politique, il fait ses analyses. Il peut faire ses analyses sur la quantité vendue, hein, et il se rend compte, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas de me lancer dans cette certification-là, par exemple. Ça, c'est un peu ça, tout l'enjeu de faire des hypothèses, de voir qu'est-ce qui devrait être suivi de très près et qui aura une forte influence négative si ça varie négativement et qu'est-ce qui devrait permettre d'avoir une influence positive si ça varie positivement. Et puis les hypothèses favorables, le plus souvent, vu le secteur dans lequel on travaille, c'est intéressant de voir tout ce qui peut se passer autour de la législation. Donc, par exemple, quand on parle de législation, ça pose aussi des questions d'ordre fiscal, hein. Aujourd'hui, il y a des pays où le fait d'être une société coopérative vous exonère d'un certain nombre d'impôts, mais c'est aussi un élément qui peut tomber d'un moment à l'autre. Et si ça tombe, il faut bien se demander, et ça dépend de votre législation, qu'est-ce qui se passe
sur mon business si cet avantage fiscal-là est levé. Qu'est-ce qui se passe sur mon business s'il y a un bouclier sur le plan de la douane qui peut être levé à un certain moment? Quelle incidence sur mon business? Et directement, stratégiquement derrière, est-ce que ça vaut la peine d'aller vers le développement que je veux? Ou quelles sont les mesures qu'il faudra prendre? Et ça, on verra plus loin avec la question des risques. Donc, de manière opérationnelle, voilà un peu comment va se présenter l'analyse des scénarios sur le fichier. Et ça sera à vous. Si tu peux me lire la question de Arsène, s'il te plaît, pour que je ne l'oublie pas. Est-ce qu'on doit choisir une certification quand on sait que c'est imposé par le client? Pardon? On choisit une certification quand on sait que c'est imposé par le client. Est-ce qu'on doit choisir une certification quand on sait que c'est imposé par le client, si j'ai bien suivi? Oui, c'est bien ça en fait. C'est bien ça la question. D'accord. Moi, à mon avis, votre rôle ou le rôle de l'expert, c'est de montrer les avantages et les inconvénients de son choix. Est-ce qu'aujourd'hui, sa capacité, et c'est là peut-être tout le sens de ce module, est-ce qu'avec la capacité qu'il a en termes de ressources à acquérir, de niveau d'investissement, il pourra tenir? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la capacité qu'il a, il peut produire le volume qu'il faut pour atteindre le seuil de rentabilité? Le mot y revient. Ça, c'est votre rôle d'arrêter parce que quand lui fait son choix, il ne sera peut-être pas averti sur ces éléments-là. Et dans votre diagnostic, au lieu de là de lui faire on va dire, de lui faire le plan d'action froidement, lui donner, il dit, bon, vas-y. L'idée aussi, c'est que les certificats ne doivent pas tuer l'entreprise. Donc, ça aussi, c'est l'idée derrière de faire cette analyse critique. Mais après, le chef d'entreprise, pour moi, a le libre arbitre. Mais nous, en tant qu'experts, on a ce droit de conseil et d'avis et de lui recommander une autre. S'il y a une autre qui s'adapte le mieux à son, de lui recommander, quitte à ce qu'il ne s'y engage pas ou que ça suscite au moins en lui la réflexion. En tout cas, personne ne va diriger son entreprise droit dans un mur si vous lui faites voir que, avec des arguments naturellement, que son choix ne tient pas la route. Ça, c'est mon avis sur la question. Mais après, on peut discuter autour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager son avis aussi sur la question parce que, comme j'ai dit ici, tout est une question d'analyse dans ce qu'on est en train de voir. Il n'y a pas de solution toute faite. C'est plus au cas par cas que ça se décide. Mais il faut une recommandation forte qu'on avait faite quand on faisait le diagnostic, c'est de travailler fortement avec le chef d'entreprise. Parce qu'après, c'est lui qui décide, quoi. Mais moi, je pense, notre rôle en tant qu'expert, c'est quand même de lui donner un avis éclairé. D'accord, ok. En tout cas, ça me va. Ça me va comme réponse, quoi. Comme additif aussi, généralement dans le milieu horticole, les entreprises pour qui le client demande la certification, par moment se font aider par ce client-là pour la mise en place. Et donc, quand l'entreprise se retrouve dans une situation où elle a quand même des difficultés liées à sa capacité de production ou à tous ces coûts derrière, par moment, mais il faudrait qu'elle le sache et qu'elle connaisse quel est le niveau d'aide qu'elle souhaite. Et donc, derrière, il arrive que le client demandeur arrive à aider l'entreprise. Et donc, derrière, s'il y a une bonne étude économique, ça donnera aussi un bagage au client pour pouvoir mieux négocier avec, un bagage au chef d'entreprise pour pouvoir mieux négocier avec son client qui le lui demande. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci.
D'accord. Donc, ceci dit, puis on va passer peut-être aux travaux de groupe. Là, on va faire peut-être si tu partages pendant que je crée les groupes. Ça, on va faire cette fois-ci en deux groupes, juste deux. C'est une petite réflexion autour d'un certain article, des hypothèses, et puis le débat sur la certification naturellement. Donc, si tu peux prendre la main pour présenter le travail pendant que je crée les groupes, ce serait pas mal. D'accord. Une dizaine, on Ici, va donner une dizaine de minutes. la question, c'est qu'est-ce que l'analyse du diagnostic? On dit session en petits groupes. Là, nous le ferons en deux groupes. Vous disposez de 10 minutes pour discuter au sein de votre groupe et lister autant de réponses que possible à la question. Groupe 1. Quelles sont les certifications que vous souhaiteriez obtenir en tant qu'entreprise horticole et pourquoi? Quelles sont les hypothèses possibles que vous feriez avant d'investir dans la certification et pourquoi ces hypothèses? Je pense que pendant l'exercice, vous allez vous accorder sur un certificat afin que ce soit beaucoup plus participatif. Tout à fait. Donc, OK, j'ouvre. On a dit 10 minutes. Je vais lancer les salles. Ça sera aléatoire cette fois-ci. Euh, donc, il y a les invitations euh, qui sont arrivées sur vos écrans. Donc, pour le premier groupe, il s'agissait de se mettre dans la peau d'une entreprise horticole et de dire quel est le certificat qu'il souhaiterait obtenir en tant qu'entreprise horticole et pourquoi. Dans le premier groupe, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez fait sur cet échange, sur cette partie-là? Ok, je commence pour le groupe. Oui, Oui. Émilie, on vous entend. Donc, pour une entreprise agricole, nous avons proposé deux types de certification au début, Global GAP et certification bio. Puis après, on s'est dit que c'est une seule certification qu'on demande. Donc, on a retenu la certification bio. Et pourquoi? Ça va permettre une meilleure rentabilité et ça va permettre à l'entreprise de se démarquer de ses concurrents. C'est les points D'accord. principaux qu'on a cités. Je crois que les autres peuvent ajouter, les autres membres du groupe. En tout cas, c'est ce Est-ce qu'on a retenu.
D'accord. J'aimerais bien savoir la rentabilité, meilleure rentabilité, si vous pouvez expliquer plus en détail. Meilleure rentabilité, c'est que il y aura les bonnes pratiques agricoles, moins de rebuts, donc une bonne productivité. C'est ça hein, qui va nous permettre une meilleure rentabilité. Et on va, comme les produits bio sont mieux vendus sur le marché, donc on va mieux vendre. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre proposition? D'accord. L'argument que j'attendais, c'est le dernier un peu, hein. Quand j'ai vu ces questions bio, j'imaginais que quand on parlait de rentabilité, c'est que les produits seront mieux vendus sur le marché. Donc, vous partez donc de l'hypothèse que la sélection bio va vous permettre d'avoir un certain prix de vente. Maintenant, quand vous faites donc cette scénarisation, vous avez un prix que vous imaginez à tête qui est le marché propose un prix, mais il peut arriver que pour X ou Y raison, que la ségrégation bio aussi pose la problématique quelquefois du nombre de personnes qui peuvent se permettre de prendre un produit bio. Donc, en termes de clientèle, la taille de votre marché peut être réduite. C'est-à-dire, en termes de clients, nombre de clients, parce que vous avez opté de faire la ségrégation bio, vous pouvez avoir une réduction de la taille du nombre d'acheteurs. Et là, il faut bien voir si ça vaut le coup, par exemple, ou est-ce que c'est rentable avec cette taille-là, comparé à celle qu'on a actuellement du marché. Parce que ça devient, en allant sur ces questions bio, ça devient élitiste. Donc, ça élimine un certain nombre de personnes. Donc, ça sera les hypothèses qu'il faudra voir. Optimiste, c'est que ça se passe comme vous voulez, la taille marché peut-être reste la même. Mais maintenant, pessimiste, si ça élimine trop, jusqu'à quel niveau vous pensez que c'est raisonnable? Je ne sais pas si vous voyez un peu l'enjeu de faire des hypothèses. Oui, oui. Voilà. Donc, ce sera ça dans les hypothèses. Je passe sur juste l'argument que vous avez utilisé du prix là. Je dis oui, quand vous allez vers ça, c'est bien, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que au niveau du portefeuille client, c'est-à-dire du volume des ventes, vous tiendrez? Ça sera ça tout l'enjeu. En termes de, il y a toutes les exigences qu'il y a sur le bio. Et après aussi, pour une taille de marché plus réduite. Et choisir d'aller dessus, ces problématiques économiques doivent aussi être regardées de très près pour voir si c'est pertinent d'aller vers ces questions-là. Est-ce que il y a une autre proposition ou quelqu'un qui voudrait partager un avis sur ces premiers échanges, par exemple sur la situation bio qu'ils ont retenue? Moi, c'est un très bel exemple. Tel que vous présentez ça, ça voudrait donc dire que le choix de la certification est en priorité même basé sur le marché. Donc, c'est le client. Par exemple, sur bio, oui. Pardon? Je dis par exemple, sur le choix du bio que vous avez fait, je dis bien oui. Il faut voir que est-ce que le marché que je veux attaquer bio va me permettre plus intéressant que ce que j'ai déjà comme portefeuille client, par exemple. Puisque je vous dis, en partant sur le bio, vous allez éliminer un certain nombre par le prix qui va grimper, ça va éliminer un certain nombre de clients du pouvoir d'achat. Il faudra vous rassurer donc que ce choix-là, parce que c'est un choix stratégique, c'est la rentabilité, vous avez dit, va être intéressant pour l'entreprise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la ségrégation, il faut pouvoir voir les incidences économiques que apporte cette ségrégation avant de la valider définitivement. C'est-à-dire que tous les impacts qu'il peut avoir sur l'entreprise. Maintenant, si vous avez un client, par exemple, vous pouvez aller vers une ségrégation bio et je vais te prendre des exemples pour expliquer. Vous pouvez avoir une ségrégation bio
et vous avez un client qui va prendre des volumes. C'est intéressant, il y a un client qui va vous prendre des volumes, mais ça va engendrer ce qu'on appelle le risque commercial. Le risque commercial naît du fait que si vous dépendez d'une seule personne, si à jamais le contrat est interrompu parce qu'il peut décéder, vous pouvez avoir des relations qui se refroidissent, il peut faire faillite, il peut avoir un incident, vous tombez dans aussi, par exemple, avec ces clients qui prend des bio et qu'il a un pépin, quels sont les pépins qui peuvent lui arriver quand vous faites votre analyse, comment vous réagissez? Comment ça impacte sur vous? Est-ce que ça vaut la peine, par exemple, d'aller vers un bio pour un seul client? Donc, ça sont des éléments que vous allez regarder au-delà même de la certification en elle-même. Mais n'oubliez pas, en toile de fond, quand on fait un choix de certification, il faut que ça permette d'atteindre tous les objectifs qu'on a vu au module, je pense, module 2, les objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire pouvoir satisfaire le client quand il est voulu, au moment voulu, dans le lieu voulu, selon la qualité voulue. Est-ce que ça le fait? Et vous ne devez pas être dans une situation de dépendance extrême sur le plan commercial par rapport à un client. Ça, c'est toujours des éléments d'analyse qui vont venir à côté de ce choix. Parce que plus vous avez des certifications qui sont élitistes, plus ça peut être pour voir comment comment le marché va se comporter, pour vous assurer de pérenniser. Sinon, si vous allez vers une certification qui réduit votre marché, mais qui vous donne plus de marge, par exemple, c'est-à-dire, avec ce que vous faisiez, par exemple, vous aviez, je dis n'importe quoi, 100 francs par produit vendu. Vous allez vers, vous réduisez les quantités vendues, par exemple, de moitié, mais vous avez 500 par produit vendu. Il n'y a pas de problème, en fait. Ça ne pose pas de problème. Là, maintenant, vous allez faire ce que c'est. Même si vous avez une taille de marché qui a été réduite, ça a été compensé par des économies sur certains coûts, ou votre bénéfice qui augmente. Ça peut être un élément qui fait que vous allez vers une certification bio. Donc, c'est une analyse un peu globale. Donc, ça va regarder, c'est pour ça qu'on dit avoir un modèle financier vous permet de regarder de manière globale ce qui va se passer sur tous les indicateurs les indicateurs économiques que peut avoir dans une entreprise. Et ça vous permettra de prendre une décision éclairée. Mais pour les certificats bio, le plus souvent, c'est souvent la taille de marché qui pose souvent une grosse problématique. Est-ce que le marché que j'ai va pouvoir compenser la perte qu'il va avoir en termes de taille de marché, le bénéfice va-t-il pouvoir compenser cette perte-là? Ça, c'est tout le challenge souvent quand on va sur les certifications bio, par exemple. Oui, monsieur Mba. Monsieur Clotet, c'est bon? Avant que monsieur Mba apparaisse, est-ce que ça, je réponds à, ou ça éclaircit Non, c'est bon, vos mais interrogations? merci. C'est bon. D'accord. Monsieur Mba, allons-y. Vous avez la parole. Oui, je dirais plutôt que quand on entre dans une filière, généralement, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. C'est ça mon inquiétude. Parfait. Parce que Oui. vous pouvez solliciter une certification parce que vous avez un client sous la main qui la demande et qui a des quantités connues et vous vous engagez. Mhm. Et finalement, les aléas du marché, Mhm. je vais citer par exemple les gilets jaunes en France, je vais citer la Covid, je vais citer la guerre en Ukraine. Tout ça, quand ça arrive, on ne peut pas prévoir. C'est difficile de prévoir. Bon, nous, experts devant un opérateur, on ne peut pas prévoir ce genre de choses. Tout à fait. La plupart des opérateurs africains qui sont entrés dans le bio et qui, à ce moment, sont ressortis principalement parce qu'ils ont perdu leurs clients. Parce qu'ils ont perdu leurs clients, soit par une Mhm. concurrence, ou bien par des phénomènes comme ceux que j'ai cités tout à l'heure. Bon, je dirais aussi Mhm. que on peut aussi pousser l'analyse plus loin en pensant que entrer dans un marché, euh, à un certain moment aussi, il y a d'autres avantages. Je prendrais peut-être pas un cas africain, mais le cas de producteurs européens qui, quand ils rentrent sur le marché, il est sûr que le marché du bio croît à un rythme de 20% par an. Ça, c'est déjà, on est sûr que le marché est en train de grandir. Et on est sûr que le prix aussi, quelque part, peut être intéressant.
mais surtout parce que la subvention que les États européens offrent aux producteurs bio est le double de ce qu'elles donnent pour l'agriculture conventionnelle. C'est 200 € qu'on donne par hectare pour subventionner une production conventionnelle. L'État, généralement, les États européens donnent le double, c'est-à-dire 400 € par hectare pour subventionner la production bio. Donc, ça peut aussi être un facteur attrayant pour les producteurs qui s'engagent dans le... Ce n'était pas une question, c'était juste un commentaire comme ça. Merci. Tout à fait, c'est un très bon commentaire pour voilà. Vous voyez comment tout l'environnement est pris en compte dans la démarche. Et voilà. Et par exemple, quand vous faites vos hypothèses, par exemple, pour un Européen, il va voir, parmi ses hypothèses, quand il va vouloir s'engager, par exemple, c'est de voir si la subvention, qui est le double juif, était réduite de moitié. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un cas qui va analyser pour voir est-ce que je tiens. Voilà. Donc, il y a aussi des incitations qui vont accompagner le choix de sélection. Voilà. L'exemple du marché européen est un bon exemple parce que ce choix qui est stratégique peut découler d'une incitation qu'on trouve qui font qu'à un certain moment, le choix, il est intéressant parce qu'il y a moyen de compenser la perte de clients qu'on a du fait d'avoir choisi le bio, en fait. C'est pour ça que la subvention aussi, quelque part, arrive. C'est pour faire ces compensations-là du fait de choisir le bio. Mais aussi, c'est pour protéger la population. Donc, il y a toute la politique derrière qui accompagne le secteur qu'il faut regarder aussi quand on fait des choix. Et si tu es maintenant en Afrique et tu te positionnes avec des concurrents qui sont en Europe sur un marché où ils ont le double de subventions, ça, il faut voir est-ce que ça vaut le coup pour toi. Et c'est là où il faudra échanger, par exemple, par rapport à où se trouve le client dont le producteur cible et lui apporter la vie éclairée qu'on disait tantôt. Et là, il y a toute l'actualité qui permet de... Je me rappelle, monsieur Mba, vous avez parlé la dernière fois du marché, comment on analyse le marché, mais c'est aussi l'actualité qui fait le marché. On ne peut pas tout prévoir, ça c'est un fait. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre proposition? Donc, OK. Là, on va passer au deuxième groupe. OK. Nous allons présenter le travail du groupe 2. Donc, pour la première question, nous avons opté pour la certification Global GAP pour l'exportation de la mangue fraîche. Donc, on a préféré, en tout cas, se tabler sur un produit qui est la mangue fraîche pour être, en tout cas, pour que ce soit bien ordonné, on soit bien ordonné dans nos idées. Voilà, donc on a, en termes d'hypothèse, pour la première hypothèse, on a pensé à l'acquisition de nouveaux marchés. Voilà, on s'est dit, on a choisi la certification Global GAP en se disant que cela va nous permettre d'avoir de nouveaux marchés. Et en deuxième hypothèse, on s'est posé la question de savoir si nous avons les moyens pour implémenter la certification Global GAP. Quand on parle de moyens, on parle de moyens financiers, et de moyens matériels et de la ressource humaine. Est-ce que nous disposons de tous ces moyens pour implémenter la certification Global GAP? Et en troisième hypothèse, on s'est posé la question de savoir dans quel délai est-ce que nous pouvons avoir la certification Global GAP pour l'exportation de nos produits. Donc, voici un peu résumé ce que nous avons fait. Je vais ajouter. OK. Je suis membre du groupe. Je vais ajouter quelque chose après. D'accord, vous pouvez y aller. Hein. D'accord. Donc, effectivement, M. San a présenté ce que nous avons discuté en groupe. C'est vrai qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour faire le tour. Effectivement, nous sommes dit dans le groupe que la certification Global GAP est une certification, comme on disait souvent, business to business.
C'est-à-dire que, contrairement à la certification bio, qui induit régulièrement une augmentation de prix, nous, on a pensé que la certification Global Gap ouvre plutôt la voie au nouveau marché et donc au volume commercialisé. Et dans cette hypothèse-là, si les volumes commercialisés augmentent, il y a donc cette économie d'échelle qu'on a vue pendant les séances passées qui permettent donc à l'entreprise de grandir et peut-être de faire des nouveaux recrutements puis même d'ouvrir des nouvelles unités. Et nous, on s'est dit que dans le domaine de la certification, il y a plusieurs façons d'entrer. On peut entrer comme producteur, puis entreprise qui livre à une entreprise déjà certifiée localement. C'est-à-dire qu'une entreprise camerounaise est en partenariat avec une autre entreprise qui exporte. Et là, on est sous-traitant, certifié sous le, sous le, sous une autre entreprise qui est certifiée, qui porte le certificat en fait. Et là, les prix, il faut comprendre que là, les prix que ce genre de contrat va nous offrir ne sera pas la même chose comme une entreprise qui est certifiée elle-même et qui exporte directement en Europe aux États-Unis. Bon, l'autre scénario serait l'entreprise, comme a décrit mon collègue, qui s'engage elle-même directement dans la certification. Et là, nous savons que la certification Global Gap, la mise en place des outils, des procédures et autres formations coûte beaucoup d'argent. Ce n'est pas les contraintes liées aux infrastructures qui sont exigées au niveau des unités, les différentes analyses qu'il faut faire, les différentes formations ou recrutements qu'il faut faire par rapport à certains postes qui sont vraiment spécifiques. Donc, nous démontrons que la certification Global Gap, pour la mettre en place, pour l'obtenir, il faut vraiment un investissement. Et l'exercice l'autre jour nous a fait voir le volume d'infrastructures, le volume de procédures qu'il faut mettre en place quand on demande un certificat Global Gap. Donc, ça demande donc un investissement important. Est-ce que avoir un nouveau marché va justifier cet investissement? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Quels sont les volumes qu'on est sûr de vendre dans ce canal-là? Et quel est le prix que nous offre ce marché? Tout ça, il faudra voir et bien les analyser pour pouvoir prendre une décision. Voilà ma contribution Voilà, je pense que c'est une très bonne contribution. J'ajouterai tout simplement que, comme hypothèse, il faudrait également qu'on ajoute le niveau ou le volume d'achat du client. Jusqu'à combien de clients peut acheter chez nous. Ceci devrait nous permettre de déterminer et de définir la rentabilité. Parce qu'on peut appliquer toutes les bonnes pratiques agricoles, d'hygiène, etc., sans pour autant arriver à la certification, n'est-ce pas? Donc, et mettre sur le marché des produits qui respectent toutes les normes. Maintenant, si le client nous propose donc un volume d'achat important, élevé, à des prix bien sûr convenus qui peuvent nous permettre d'avoir une bonne rentabilité, c'est en ce moment que nous pourrons nous décider pour la certification. Voilà une petite contribution. En tout cas, en tant que membre du groupe, je suis parfaitement d'accord avec la question du volume à prendre en compte aussi comme hypothèse. Merci. D'accord. Donc, moi, c'est une très bonne présentation. Ce qui m'intéresse sur ça, sur la présentation, vous avez évoqué déjà le volume qui revient, donc ça permet, mais il y a aussi un choix derrière où
euh, le, le côté flexible, c'est-à-dire le fait qu'on peut s'aligner derrière notre entreprise, fait que vous avez comme créé une sorte de parachute. C'est-à-dire que si je me rends compte que c'est pas intéressant d'être certifié directement, j'ai la possibilité d'identifier peut-être une entreprise localement qui a ces questions et de m'aligner derrière elle. Ça, c'est un choix stratégique. Là, vous venez de faire de la stratégie pure et dure. C'est-à-dire, vous avez dit plan A, plan B, euh, naturellement dans vos hypothèses. Et je dirais oui, les volumes, oui. Bon, ça, c'est un avis personnel. Mais rassurez-vous toujours de ne pas avoir un seul client si vous faites des volumes. Parce que si vous avez un seul client, vous avez ce qu'on a fait face à ce qu'on va parler tout à l'heure d'un risque. Mais ça, c'est le risque commercial. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un client, pour peu que la réaction est perturbée, vous subissez drastiquement, vous n'avez pas de moyen de réagir facilement. Donc, des volumes, oui, mais il faut diversifier son portefeuille client. Ça ne rentre pas dans notre module, mais après, c'est un point quand même d'attention. Euh, En contre-gestion, par exemple, on dit si votre client, vous avez un client qui a 80% de votre chiffre d'affaires, c'est que vous avez des problèmes. Parce que pour peu qu'il disparaisse, vous avez 90% de chiffre d'affaires qui disparaissent sans parachute possible. Donc, ça aussi, quand vous êtes sur le terrain, faites attention à voir s'il peut avoir deux, trois clients, ce serait intéressant. Aussi, là, un plan commercial qui vise à trouver d'autres clients, ce serait intéressant. Même s'il commence avec un, il doit la quête de certains clients, d'un nombre de clients pour pouvoir, lui, gérer le risque commercial qui peut naître derrière une certification comme un global. Et quand vous parlez des coûts qu'il y a derrière, ça suppose derrière qu'il faut pouvoir aussi derrière suivre en termes de risque commercial pour ne pas se faire surprendre en cas de désaccord ou de dysfonctionnement dans le partenariat commercial qu'ils auront. Puisque la présentation était très bien faite, donc je n'aurais pas grand-chose à ajouter, puisque vous avez fait. Oui, Monsieur Traoré. Oui, bon, j'ai une question j'allais dire, c'est pour replacer les choses dans ma tête, hein, une question de compréhension Oui. de la manière dont l'exercice a été traité par le deuxième groupe. Le deuxième groupe, Oui. il m'a tout l'air que le deuxième groupe a traité et la question 1 et la question 2. Alors que dans ma compréhension, les questions étaient totalement indépendantes. Dans le premier groupe, il s'agissait de voir si on devait choisir une certification, c'est laquelle et pourquoi. Et le deuxième groupe, c'était les scénarios avant d'aller dans une certification. Donc, on n'a même pas besoin de mettre un nom à la certification. C'est ce que j'ai compris. On n'a pas besoin de mettre même un nom à la certification. C'est-à-dire, si je décide d'aller vers une certification, quels sont les scénarios que je fais? Voilà. C'est ce que pour moi, les deux questions, puisqu'on a traité ça de manière indépendamment. Le premier groupe, c'est quelle certification si vous devez choisir, c'est laquelle et pourquoi. Ça, c'est ce que nous avons traité. Le deuxième groupe, c'est si vous décidez d'aller vers une certification X sans nom, hein, quels sont les scénarios que vous allez établir. Je ne sais pas si c'était comme ça que. C'est comme ça que moi j'avais compris, quoi. C'est juste ça, il dit, c'est juste pour replacer les choses dans ma tête. Merci. D'accord. Oui, Monsieur San. Oui, Monsieur en fait, Barry. pour essayer de répondre un peu à M. Traoré, et selon ma compréhension aussi, c'était bon, les deux questions selon moi étaient liées, seulement que peut-être on demandait au premier groupe de présenter la première partie et au deuxième groupe de présenter la deuxième partie. Ça, c'est comme ça que moi j'avais compris. Maintenant, je ne sais pas si ma compréhension est la bonne, quoi. Oui, effectivement, nous tous, c'est la même compréhension, hein. Mais chez nous, pour mieux expliquer, hein, nous avons pu se baser sur une certification précise pour avoir les arguments aussi. On n'a pas voulu être vague dans les arguments qu'on présentait. C'est pour ça qu'on a choisi une certification précise, et même un produit précis pour pouvoir vraiment étayer, n'est-ce pas, les explications les arguments qu'on présentait, quoi. En fait, vous avez raison, mais c'est la façon d'aborder, aller sur un cas exemple, quoi, un cas et expliquer à partir de ce cas-là.
Je pense qu'on a l'élément de réponse, donc peut-être on va... Mais ça rendait, faire la planification rendait l'exercice plus concret, plus palpable. Et du coup, de toute façon, on revenait à... Quand on parle de volume, on revient à la problématique de marché derrière, parce que quand on parle de volume, ça suppose derrière, ça sous-entend un marché qu'on est en train de cibler et il y a un accroissement de la part de marché qu'on veut conquérir. Donc, naturellement, quelle que soit la certification, euh, naturellement, il faut mener une réflexion profonde sur l'incidence de la certification sur notre part de marché. Si il faut regarder. Et puis, ils ont parlé aussi de l'investissement au-delà du nom. Ils ont dit, et en comparant à d'autres, ils ont dit Global Gap, ça a quand même un coût assez énorme. Et là, ça pose un problème de niveau d'organisation, au niveau de maturité de l'entreprise sur le plan organisationnel, par exemple, sur le plan structurel, qui peut être une question sur laquelle vous allez réfléchir ou des hypothèses sur lesquelles vous allez pouvoir euh, on a aussi parlé de délai d'obtention de la certification, hein, qui est un point sur lequel ils vont pouvoir regarder et est-ce qu'ils auront un délai raisonnable, est-ce qu'ils peuvent se permettre ce délai-là. Et puis, ils ont parlé de la flexibilité qui était plus dans le stratégique, qui gérait un peu la stratégie entre une certification bio et une certification Global Gap. Il y avait les questions de stratégique en termes de flexibilité, mais il faut voir que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et là, maintenant, c'est tenant compte des forces et des faiblesses de l'entreprise, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parlait du diagnostic tout à l'heure, qu'on va pouvoir faire un choix ou un autre de toute façon. Peu importe le certificat, à la fin, il faut faire attention à bien planter des corps diagnostiques tenant compte des enjeux de l'environnement économique de l'entreprise avant de se lancer. Et le challenge étant de conquérir de nouvelles parts de marché ou de faire plus de marge. Ça, il faut pouvoir voir. Au final, il faut créer de la richesse. Au-delà du chiffre d'affaires, il faut créer de la richesse. S'il n'y a pas une autre intervention, je pense que Jean va avancer D'accord. en parlant de risque. D'accord, donc on va poursuivre. Nous allons poursuivre avec les notions de risque et d'incertitude dans le milieu agroalimentaire. Et donc ici, au niveau du risque, on va dire que le risque est le résultat d'une action entreprise ou non dans une situation donnée qui peut se traduire par une perte ou un gain. Ici, tout à l'heure, je vais prendre l'exemple de Sanou. Pour une entreprise qui a pour seule motivation de s'engager dans une certification l'exigence du client sans au préalable voir sa capacité de production, sans au préalable voir son budget, elle s'expose soit à la réussite de sa certification ou à un risque de perte à la fin de sa mise en place de son projet. Et donc, derrière le risque, c'est quelque chose qui peut être prévenu. Et donc, ce sont des choses qui, à la rigueur, on pourrait mettre en place des mesures préventives pour pouvoir minimiser en fait les effets. En d'autres termes, décrit une situation dans laquelle il y a un risque de perte ou de danger. La probabilité cible peuvent être identifiées pour les résultats possibles identifiés. Pour ce qui concerne toujours pour la notion d'incertitude, pour le risque, c'est quelque chose que nous pouvons prévenir. C'est quelque chose qui peut être sûr, dans lequel nous pouvons avoir un aspect de perte ou un aspect de gain. Pour ce qui concerne l'incertitude, ici, dans l'incertitude, nous n'avons aucune information préalable. Nous avons une absence de certitude ou quelque chose qui n'est pas connu. En termes d'incertitude, nous avons eu le cas du COVID qui n'était pas sûr des différents acteurs, qui n'était vraiment pas maîtrisable a priori. Et donc, pour la notion d'incertitude, toujours se référer à une situation où il existe plusieurs alternatives aboutissant à un résultat spécifique, mais où la probabilité du résultat n'est pas certaine.
Cette situation est due à un manque d'information, de connaissances sur la situation actuelle. En termes d'incertitude, nous pouvons aussi avoir dans le milieu agricole, nous allons ramener à chaque fois au milieu agricole. Dans le milieu agricole, nous pouvons avoir des feux de brousse. C'est vrai que ce sont des choses qu'on pourrait prévenir avec des pare-feux, mais qui, a priori, n'est pas quelque chose de ciblé pour un acteur agricole. Difficile de définir ou de prédire les résultats ou les événements futurs, ne peut être mesuré en termes quantitatifs à l'aide de modèles antérieurs. Par conséquent, les probabilités ne peuvent pas être appliquées aux résultats potentiels car elles sont inconnues. Pour faire beaucoup plus simple, nous allons regarder ce tableau. Pour ce qui concerne le risque peut être défini comme la situation de gagner ou de perdre quelque chose d'important. Ici, quand une entreprise décide de s'engager dans la certification, l'objectif, c'est de, comme nous le disons depuis, c'est de faire des profits. L'objectif, c'est d'avoir une très bonne rentabilité. L'objectif, c'est d'accroître en fait l'entreprise. Mais si l'entreprise ne fait pas une très bonne étude économique, si l'entreprise ne prend pas en compte tous les aspects internes à l'entreprise, notamment les forces, les faiblesses de l'entreprise, si elle ne prend pas en compte les aspects externes, notamment les menaces et les opportunités, l'entreprise risque de faire face soit à un gain ou à une perte. Peut être mesurée et quantifiée grâce à des modèles théoriques, des modèles tels que les modèles vus dans les exemples liés à l'avion au niveau des théories de vannes, des théories de seuil de rentabilité et autres, qui sont des modèles qui permettent en fait à l'entreprise d'avoir une visibilité claire de son risque. Les résultats potentiels sont connus, peut-être contrôlés si des mesures appropriées sont prises pour le contrôler, c'est-à-dire mettre en place des mesures de maîtrise, des mesures préventives, peut-être minimisées en prenant des précautions nécessaires. Les probabilités peuvent être attribuées à un ensemble de circonstances. Au niveau de l'incertitude, nous avons un état dans lequel il n'y a aucune connaissance des événements futurs. Nous avons pris le cas du COVID. Nous avons des cas peut-être de cataclysmes, des cas d'inondation. Il n'est pas possible de le mesurer en termes quantitatifs car les événements futurs sont imprévisibles. Comme le disait tout à l'heure Mba avec le milieu agricole, les résultats sont inconnus. Donc, à la base, nous ne pouvons pas dire qu'avec le COVID, voici ce que je vais perdre en termes de production ou voici ce que je vais perdre en termes financiers. Au préalable, c'est des notions qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas connues en fait, qui échappent au contrôle de la personne ou de l'entreprise car l'avenir est incertain, ne peut être minimisé. La probabilité ne peut pas être attribuée. Donc, nous avons quelques exemples. Pour ce qui concerne le risque, nous avons la dépendance excessive à l'égard d'un ou de plusieurs membres du personnel, obsolescence des actifs, marché limité. Tout à l'heure, Claude disait qu'il souhaiterait que les entreprises n'aient pas un seul client, parce que si du jour au lendemain, ce client-là disparaît ou ce client refuse vote. Et malheureusement, c'est le cas que nous voyons beaucoup plus, surtout dans la filière de la mangue, où certains clients qui vous aident à faire la certification vous demandent de ne pas avoir d'autres clients ou de ne pas utiliser ce certificat avec d'autres clients. Et donc, nous avons certaines entreprises qui restent vraiment focus sur ce client. Et par la suite, ce que nous remarquons, c'est que ça devient après du chantage. Parce qu'en pleine campagne, nous avons pratiquement un mois de campagne, donc ça devient des chantages, ça devient des contrats par moment qui n'arrangent vraiment pas ce client-là. Donc, nous avons aussi des cas de vol ou l'utilisation abusive des biens de l'entreprise, qui sont des choses qui peuvent être
pour lesquels on peut mettre en place des mesures préventives, la violation de la propriété intellectuelle de l'entreprise, l'inadéquation des compétences. Et donc, si nous nous retrouvons dans un milieu où, bien que l'entreprise ait un contrat fixe, bien que l'entreprise ait une très bonne part de marché, si derrière l'entreprise se retrouve avec des compétences qui ne rentrent vraiment pas dans le cadre de ce qu'elle fait ou des compétences qui ne lui permettent pas de travailler de façon claire, de façon optimale, derrière, c'est clair que le risque de perte est élevé. Augmentation des créances douteuses, versement des dividendes élevés aux administrateurs, des tirages élevés, qui sont des événements qui peuvent être connus, qui sont des événements qui peuvent être maîtrisés, qui sont des événements pour lesquels on pourrait mettre des mesures de maîtrise. Pour le cas de l'incertitude, nous avons les catastrophes naturelles, nous avons le cas des parasites, des inondations, des feux de forêt. Nous pouvons être dans une situation de l'effondrement de l'économie, où on pourra parler de l'inflation, des violences sociales, par exemple des guerres, où il sera difficile pour les différents acteurs de minimiser le risque ou de prévoir en fait le taux de perte, les instabilités politiques, par exemple des coups d'État, les sanctions de la part des partenaires commerciaux internationaux, l'évolution des préférences des consommateurs. Vous pouvez être dans une situation où nous avons peut-être la mangue que nous produisons ou l'ananas que nous produisons. Et après toute cette planification, après peut-être tout ce contrat, toute cette planification, pendant l'exploitation, nous nous rendons compte que le marché, le besoin ou le marché ou la préférence des consommateurs change. Tout ce volume-là serait difficile à être écoulé. Et donc, derrière, ce sont des choses qui, à la base, sont difficiles à maîtriser. Donc, l'évolution des préférences des consommateurs, les changements dans les politiques réglementaires. Ici, au niveau de la mangue, au préalable, il y avait une politique réglementaire qui était maîtrisée. Et donc, les différents acteurs s'enregistraient, les différents acteurs savaient ce qu'il fallait faire. Mais pour cette campagne, nous avons un engagement nouveau qui n'était vraiment pas prévu à la base, qui est devenu une petite contrainte au niveau de certains acteurs, qui certains ont du mal même à pouvoir faire le volume parce que derrière, il y a des réglementations ou des engagements pour ce qui concerne la mouche des fruits qui a amené certaines entreprises à réorganiser en fait leur planification préalable. Et donc, ici, ce qu'on voudrait présenter, il y a la notion de risque qui peut être, pour lesquelles nous pourrons mettre en place des mesures de maîtrise, pour lesquelles, dans l'évaluation, nous pouvons mettre en place des mesures préventives. Et de l'autre côté, les incertitudes qui ne sont pas prédéfinies, des incertitudes pour lesquelles l'effet n'est pas maîtrisé par les différents acteurs. J'ai été un peu rapide, mais je vais quand même laisser le temps aux questions pour éventuellement développer certains aspects. On dit qu'il y a un silence, c'est qu'il y a deux aspects. Soit vous n'avez rien compris ou vous avez compris. On a compris. Bien compris. C'est la deuxième situation. C'est la deuxième situation. On a compris. Très juste. Donc ici, les outils pour
les outils pour la prise de décision en cas de risque d'incertitude. Nous avons le scénario de base, également connu sous le nom de scénario référence. Elle est basée sur des hypothèses actuelles et communément admises. Nous avons le scénario le plus défavorable. Je pense que ça avait été énuméré par Claude tout à l'heure. Nous récapitulons. Il s'agit de la situation la plus extrême qui peut se produire si les choses ne se déroulent pas comme convenu. Il repose sur les hypothèses les plus négatives. Ici, le scénario le plus défavorable, il s'agit de la situation la plus extrême négative qui peut se produire si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ici, nous pouvons prendre pour exemple le scénario où l'entreprise décide de se faire certifier Global Gap parce qu'elle a un contrat, elle a un client qui le lui demande. Et donc, le scénario de base, le scénario favorable ici, c'est le scénario dans lequel il a le certificat arrive au client, le client vend ses produits avec la certification. Mais le scénario le plus défavorable ici, c'est quoi? Ça sera dans la situation dans laquelle, selon vous? Qu'il échoue à la certification. D'accord, donc le scénario le plus défavorable, c'est qu'il échoue à la certification. Et il peut échouer à la certification, il peut s'engager à la certification et ne pas se faire certifier, parce que derrière, il pourrait peut-être avoir des difficultés pour la mise en conformité, comme vous avez vu la dernière fois quand on prend le cas de Global Gap, en termes d'investissement, il y a des investissements à faire. Et donc, ça pourrait être un entrepreneur ou ça pourrait être une entreprise qui décide de se faire certifier simplement avec l'exigence du client. Et donc, dans le déroulé ou dans la mise en place du système, il constate que derrière, il y a peut-être un manque de ressources ou derrière, il y a des difficultés au niveau de la mise en place qui l'empêchent à aller à la certification. Et donc, derrière tous les risques possibles, il aurait peut-être fait des investissements préalables qu'il ne pourra pas rentabiliser. Le client ne prendrait pas ses produits. Et puis, il pourrait faire ce marché-là avec ce client. Parce que derrière les entreprises, quand elles veulent se faire certifier, elles donnent une garantie claire au client. Par moment, elles disent au client que nous pouvons signer le contrat parce que le certificat, c'est clair que je vais l'avoir, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et donc, le client derrière fait des préventes. Et lorsque le certificat ne vient pas après, c'est clair que derrière, il pourrait perdre également ce client. Donc, les étapes de l'analyse des risques, nous devons définir le problème. La diapo passée là. Oui, Mba? Oui, j'ai l'impression que vous pouvez revenir un peu. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de scénario favorable? Parce que je vois que c'est la même chose. Oui, j'ai vu que ici, le scénario de base, c'est le scénario favorable. Ici, je pense que nous avons réécrit le scénario le plus défavorable 2 fois. Nous avons le scénario de base. Le scénario de base, c'est que tout est bon. Le scénario favorable. Et derrière le scénario favorable, nous avons le scénario défavorable. Ici, nous avons réécrit le scénario le plus défavorable 2 fois, en fait. C'est une erreur. OK. Oui, Fall? Oui. Je voulais poser une question par rapport au scénario. Est-ce qu'à chaque fois, l'entreprise doit se mettre dans un scénario, donc mettre en place toutes les mesures préventives donc, avant d'aller vers la certification, ou bien on attend juste qu'un scénario se passe donc, pour apporter des mesures? En fait, le scénario, oui. Claude, si je peux. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire que pour les scénarios, on anticipe. Donc, on est dans une approche prospective.
Donc, on n'attend pas que ça se passe. Mais la question, c'est si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se projette. C'est pour ça qu'on fait des scénarios. De telle sorte que quand ça arrive, si, par exemple, le COVID, si on avait eu l'attitude à savoir que le COVID existe, on aurait su comment réagir. Parce que c'était une incertitude, personne n'a su comment réagir par rapport au COVID. Maintenant, un des scénarios, c'est, par exemple, si j'échoue, par exemple, à cette situation, qu'est-ce que je fais? Ça peut être, et ça, de moment venu, il faut pouvoir réagir de manière la plus dynamique possible pour que les, les conséquences de ce scénario défavorable n'impactent pas trop l'entreprise. En fait, c'est ça tout l'enjeu. C'est bon, Madame Fall. Oui, c'est bon, mais quand une entreprise fait des investissements, donc recrute un consultant, donc par exemple pour la mise en place d'un système de management de la qualité à certifier, par exemple Global Gap ou Bio, donc fait beaucoup d'investissements dans l'entreprise, donc le chef d'entreprise va se dire que je vais être certifié, donc lui ne va pas prendre ces mesures donc, pour être dans une situation défavorable, donc qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être que c'est au consultant donc, de mettre en place donc, toutes ces mesures donc, pour atténuer les choses en cas de situation défavorable. Et là, les entreprises, donc, quand ils commencent à investir dans la certification, ils vont penser que ça va se faire. Donc, le certificat sera vraiment obtenu. Donc, d'habitude, c'est ce qu'on rencontre. D'accord. On va. D'accord. Moi, je pense que madame a raison parce que les autres exemples qu'on a pris tout à l'heure, là, le Covid, la baisse des prix, tout ça, ça tient. Mais l'échec au certificat, on n'a pas souvent trop ces cas-là parce que, en fait, vous avez la possibilité après d'abord de faire un audit à blanc avant d'aller à l'audit de certification. Mais après l'audit de certification, vous avez aussi le temps pour répondre aux non-conformités qui avaient été détectées et vous mettre en conformité. Donc, parler d'échec comme étant un problème qu'on ne peut pas résoudre, qui peut impacter sur c'est pas trop ça, quoi. Et en fait, je vous ai dit qu'au niveau de la certification, au niveau de l'échec ou du succès, cette façon de se mettre dans le scénario d'échec vous amène déjà à faire attention pour ce qui concerne le choix du consultant ou le choix des compétences en interne. Parce que si, c'est vrai que il y a, pour ce que nous avons l'habitude de voir, généralement, la plupart des certifications, on les passe haut les mains, on se dit, mais derrière, pour le choix du consultant, pour le choix, quand tu prends le cas de Global Gap, il y aura un point de contrôle qui va vous demander d'évaluer tous les acteurs, d'évaluer tous les sous-traitants, d'évaluer toutes les personnes externes qui viendront pour la certification. Et donc, derrière l'évaluation de toutes ces compétences-là, va répondre derrière à la question liée à l'échec lié à la certification. C'est vrai que ce n'est pas aussi plausible que les autres problèmes, mais se mettre dans ce scénario vous amène également à mettre en place des mesures de maîtrise. Et comme mesure de maîtrise, c'est le choix des personnes, ressources, à même de pouvoir répondre aux différents principes et critères, en fait, du référentiel derrière. OK. Sinon, pour un chef d'entreprise qui se dit, bon, dans mon entourage, personne n'a échoué. Et ça, beaucoup de chefs d'entreprise le disent, hein, pour certains. Dans mon entourage, personne n'a échoué. Lui-même n'a même pas besoin, il n'a pas eu besoin de consultant pour réussir. Et donc, derrière, quelqu'un qui se dit, bon, personne n'a échoué une fois une certification, donc on peut aller. C'est clair qu'il va faire beaucoup d'audits. Bien sûr, bien sûr.
Donc, au niveau des étapes de l'analyse, c'est bon? On peut continuer? Les étapes de Oui, on peut l'analyse continuer. des risques, nous avons défini les problèmes. Commencez par définir les problèmes et les décisions que vous devez prendre. Recueillir des données et identifier les facteurs clés, les tendances et les incertitudes susceptibles d'influer sur le plan. Il peut s'agir des facteurs externes et internes. Généralement, pour les chapitres précédents, pour pouvoir maîtriser les facteurs internes et externes, on pouvait utiliser la théorie du SWOT, où nous faisons l'analyse de nos forces et de nos faiblesses en interne. Et par ailleurs, on faisait les analyses des opportunités et des menaces qui étaient de l'externe. Étape 3, élaborer un modèle de planification de scénarios. Il s'agit généralement d'un modèle financier qui permet à l'entreprise d'introduire différentes hypothèses et d'en examiner l'impact. Je pense que le fichier Excel conçu par Claude pourra nous aider pour les modèles financiers. Élaborer des scénarios de base, des scénarios les plus pessimistes, des scénarios optimistes, ainsi que d'autres scénarios si nécessaire. Et donc, cela nous ramène un peu à l'exercice qui a été fait sur l'avion avec les coûts liés aux passagers, les coûts liés au repas et derrière le capital, derrière les charges. Après les charges, nous avions eu le chiffre d'affaires. Et donc, par la suite, nous avons vu que nous avions des scénarios où le chiffre d'affaires couvrait les charges, les scénarios où l'entreprise était perdante, ou les scénarios où l'entreprise se retrouvait quand même avec une marge. Évaluer les scénarios, analyser l'impact potentiel de chaque scénario sur l'entreprise, planifier en conséquence, utiliser les scénarios élaborés dans le cadre de la planification en évaluant les risques et les bénéfices les plus probables. Donc, en général, le budget ne permet pas de réaliser tous les projets. Il faut donc choisir. Et donc, avec le budget que nous avons, derrière, il serait intéressant de mettre en place une stratégie qui vous permet de réaliser au mieux votre projet. Donc, il faudra regarder les fonds disponibles, s'assurer que ces fonds disponibles soient limités ou pas, choisir des projets avec un délai de réalisation rapide, avec une très bonne rentabilité. Dans le secteur d'activité peu risqué, il faudra, dans votre prise de décision, prendre en compte les projets avec la meilleure vanne ou tri. Et derrière également, vous devez prendre en compte la volatilité et également les notions de prévision. Choisir le projet ou l'analyse de risque financier avec des résultats raisonnables. Et donc, derrière, ce sont des décisions que l'entreprise devra prendre suite aux différents scénarios qu'elle aura mis en place, auxquels elle se serait exercée. Et donc, voici un peu de façon succincte les notions clés du module 4 que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui. Comme je le disais, pour l'exercice sur le module 3, l'étude de cas, l'exercice sera fait la semaine prochaine. Avec l'étude de cas de l'exercice du module 4, nous allons le faire plus facilement avec le fichier Excel conçu par Claude. Et donc, il serait encore intéressant de vous exercer avec le fichier Excel. Lorsqu'il nous avait donné le fichier Excel, on avait demandé qu'il nous mette à disposition, je me mets avec lui, qu'on vous mette en disposition une fiche technique ou un tuto qui puisse vous permettre aussi de le prendre en main plus facilement.
je vais encore voir avec lui. J'espère que Claude, je vais voir avec toi. Je me fais fort d'être le représentant de la masse. Non, le tuto va venir, il n'y a pas de problème, le tuto va venir. Le Donc, plus je vais faire la important, police. c'est déjà Je vais faire la police pour qu'ils mettent à votre disposition le tuto. ça va venir. C'est certain. Le plus important, c'est déjà d'acquérir ces notions. Vous avez vu, on a un peu fait un ajustement pour pouvoir, quand on reviendra sur les questions, sur les études de cas, ça permettra de revalider certaines notions que vous aurez vues au préalable. Mais le plus important pour nous, c'était de pouvoir faire les liens entre toutes ces notions et que ça ne... Parce que c'est ça le challenge de voir comment les interconnexions, comme on dit toujours, entre les prises de décision et les conséquences financières. Ça, c'est le plus important. Et après, quand les notions viendront, on verra comment, dans la pratique, comment utiliser certaines notions. Donc, pour pouvoir bien prendre en main ces éléments-là. Dans le cours, vous avez vu parler de tri et de vanne. C'est à dessein qu'on va aborder ces points vers la fin parce que, en fait, c'est une conséquence des prévisions que vous aurez faites. Et le plus important, au-delà des calculs, ce sera comment on interprète ces éléments-là, ces indicateurs-là. Donc, je pense qu'on reviendra plus en profondeur dessus et on discutera de comment ça s'interprète, on prendra plus en main le FI, etc. Il n'y a pas de souci, c'est juste une petite réorganisation qui se fait pour que vous puissiez mieux vous approprier de la formation et que vous puissiez mieux faire le lien entre les décisions techniques que vous prenez et les conséquences ou que vous prenez avec chef d'entreprise naturellement et les conséquences qu'il y a derrière. Mais je ne cesserai de dire que la notion de capacité, celle de rentabilité, pour moi, sont des éléments qu'il faudrait pouvoir garder à l'esprit à chaque fois, même en discutant avec l'entreprise, pas forcément rentrer dans le fichier Excel, mais en discutant avec l'entreprise, avec votre petite calculatrice, votre petite analyse de l'environnement et ce qu'on a comme notion sur la capacité, vous pouvez déjà vous faire une idée sur l'utilisation des ressources. Est-ce qu'elle a trop de ressources qu'elle n'utilise pas? Ça, ce sont des éléments qui sont intéressants que vous pouvez voir déjà en faisant votre diagnostic sans entrer dans de grosses projections financières, par exemple qui, ma foi, est intéressante aussi de pouvoir aborder et de pouvoir faire bien naturellement une analyse des hypothèses. Le tutoriel sera fourni. D'accord. D'accord, donc nous comptons sur toi. D'accord, aussi, de façon globale, ce que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui. Nous avons encore 5 questions, 5 minutes, au cas où vous avez encore des questions. Oui, s'il vous plaît, j'ai juste une question de clarification. Est-ce que ça veut dire que le devoir du module 3, donc ce n'est pas aujourd'hui le délai de remise, c'est reporté? Ou bien est-ce qu'on doit quand même essayer de faire l'exercice 3 et puis... D'accord, c'est une bonne question. Vous pouvez toujours le télécharger sur la plateforme. Je vais regarder le délai et puis, si possible, le mettre jusqu'à la semaine prochaine. Mais il n'est pas encore fermé. Il n'est pas encore fermé, effectivement. Il n'est pas encore fermé. Tout à l'heure, je vais mettre le délai jusqu'à la semaine prochaine. Mais si vous avez fini, vous pouvez déjà le télécharger. Ça nous permettra également de regarder. Non, on n'a même pas essayé. Oh, C'est pas grave. Dans le cas de la C'est semaine pas grave. prochaine, nous allons le faire. d'accord. Gardons juste notre principe. Avant de le faire en groupe, c'est toujours bien d'avoir un regard sur l'étude de cas de manière individuelle. De telle sorte que quand on se retrouve en groupe ou qu'on apporte des éléments explicatifs complémentaires, ça permet d'éclaircir rapidement
les zones d'ombre où ça permet de faire les liens rapides entre l'information manquante ou l'analyse qu'on aurait dû faire. Et du coup, ça concourt à l'acquisition même du savoir qu'on veut partager dans cette formation. Donc, moi, je recommanderais de quand même le lire à la limite et de s'essayer, même si on ne trouve pas. Ce n'est pas le résultat qui est le plus important. Pour moi, c'est la démarche, qu'on puisse l'implémenter même en situation réelle. C'est ça, pour moi, qui est le plus important. Je ne sais D'accord. pas Autre s'il y a une autre question, préoccupation. préoccupation? Est-ce que je peux poser encore une autre question, s'il vous plaît? Une dernière. Oui. Voilà. Quand j'ai regardé dans le module 3, dans le diapositive là, sur la séquence 3, où on parle du point d'équilibre, le BEP, et j'ai vu, il y a des exemples pour le seuil de rentabilité. En fait, c'est pour ça que je n'arrive pas à faire les devoirs. Donc, quand il y a la définition du MPE là, et puis il y a le calcul de 140 000 divisé par 15 qui donne 16 000 unités pour que le bénéfice soit au point zéro. Et je ne comprends pas d'où vient le 15, le chiffre 15 même. Parce que quand c'est à la diapo numéro 20. D'accord. D'accord. Ce matin, justement, on échangeait et on se disait, comme c'est un élément important, c'est pour ça qu'on l'a aussi remis vers la fin, c'est qu'on va revenir sur le calcul de rentabilité pour que ça puisse permettre de faire l'exercice 3 mieux. Parce que le 15 000, si vous regardez appliquer la formule qu'on a utilisée dans la dernière séance, à la fin de la formation, on vous a dit le seuil de rentabilité, c'était le total des charges fixes divisé par, entre parenthèses, le prix de vente moins le coût variable unitaire. Donc, 15 000, c'est juste cette différence-là. La différence entre le prix de vente et le coût variable unitaire. Mais on reviendra dessus parce que je pense qu'il y a des petites notions il y a des petites notions qu'on pense qu'il faudrait ajouter. Comment, par exemple, distinguer charge fixe, charge variable, c'est pas prévu par la formation, mais on va essayer d'avoir un exercice dessus pour pouvoir affiner votre capacité d'analyse et vous permettre de mieux utiliser l'outil. D'accord, ce sera très bien. Merci d'avance. D'accord. Merci beaucoup. Dernier commentaire? D'accord. Non, nous allons prendre la photo du jour. Pour ceux qui peuvent mettre la caméra en marche, vous mettez, nous allons prendre la photo du jour. Coach, quand est-ce qu'on va recevoir les différentes photos? D'accord, avec plaisir. OK. OK. Merci beaucoup. Bonne semaine, bonne